Mon cher compatriote, très cher citoyen président Emmanuel Macron, j'ai pris connaissance de votre lettre ouverte, nous étant adressée avec beaucoup d'attention, tentant d'échapper réellement à mes a priori et m'ouvrant autant que possible à vos arguments. À titre liminaire, je constate que 4/5 de votre lettre est consacrée à la consultation que vous nommez Grand Débat National, qui va durer jusqu'au 15 mars et j'y reviendrai tout à l'heure. En entame de mon propos, c'est la 4e phrase de votre lettre qui m'a poussé à vous rendre réponse. Vous dites qu'un grand nombre de citoyens paient un impôt sur le revenu, parfois lourd, qui réduit les inégalités. Pause. Une pause pour comprendre, dans cette logique, le pourquoi de la suppression de l'ISF au profit de l'IFI. Quand on sait que cette transformation a un coût bien supérieur à celui que vous avez annoncé lors de votre campagne. En fait, cela coûte 3,2 milliards plutôt que les 2 milliards que vous avez programmés. En fait, toujours, les recettes de l'IFI la première année sont de 0,9 milliards contre 4,1 milliards avec l'ISF en 2017. Alors, pourquoi ? 23 mai 2018, on peut faire un pré-bilan d'une année de votre campagne, de votre mandature. 8 promesses tenues sur 45 en cours de réalisation. 24 à l'issue totalement incertaines. 6 partiellement tenues, 2 véritablement jetées aux orties. Je tire mes sources d'un article de l'édition globale Le Monde, accessible sur le web, et de sa rubrique Les Décodeurs, article publié le 7 mai 2018 et mis à jour le 23 mai suivant. J'invite d'ailleurs tous ceux qui me liront et m'écouteront à lire cet article de cette revue prestigieuse, dont on connaît la rigueur, afin de nous renseigner parfaitement sur les décalages entre les promesses que vous nous avez faites, citoyen président Emmanuel Macron, et les réalisations effectives sur le terrain. Toujours dans votre lettre ouverte, vous vous indignez affirmant, et je vous cite, « n'accepter aucune forme de violence ». Vous dites encore n'avoir pas le droit d'accepter la pression et l'insulte sur les élus du peuple, ou n'avoir pas le droit d'accepter la mise en accusation générale des médias, des journalistes, des institutions et des fonctionnaires. Qui prétend qu'il s'agit d'une accusation générale? Qui? Vous? Ignorez-vous que nous pointons particulièrement BFM TV et quelques autres parfois, et non tous les médias? Ignorez-vous qu'à ce propos, de nombreux journalistes se sont fait violenter lors des manifestations de Gilets jaunes? Ignorez-vous que tous les élus du peuple ne sont pas pointés, mais seuls ceux en charge des affaires du gouvernement? Ignorez-vous encore que de nombreux fonctionnaires manifestent en Gilets jaunes? Ignorez-vous enfin, et continuerez-vous d'ignorer, que nous exigeons votre démission? Car si vous n'acceptez pas la violence, que dire de la violence d'un système de réserve fractionnaire qui, depuis l'article 123 du traité de Lisbonne et de la loi Pompidou pour la France, oblige les Français à consommer sans relâche du crédit bancaire? Et comme ils doivent continuellement emprunter à cause de ce système pervers, l'on réduit à fil tendu leur pouvoir d'achat, qui les contraint pour survivre à emprunter quand ils le peuvent. Que dire de ceux dont le seuil de pauvreté est tel qu'ils ne peuvent pas emprunter et qui ont à peine de quoi manger quand vous changez la vaisselle de l'Élysée pour 500 000 €? La France fractionnée, celle de l'élite pour l'élite et celle de tous les autres. Nous. Cessez donc cette violence institutionnelle et le peuple retrouvera sa place et sa sérénité. La chose publique qu'est la res publica doit retrouver son sens. Et il n'y a pas de démocratie quand le peuple exsangue meurt de faim. Victor Hugo disait que si la pauvreté est acceptable, la misère, elle, est intolérable, insupportable, inacceptable.
Pour revenir à votre grand débat national, il n'est qu'une vaste fumisterie. Les Français la boycottent d'ailleurs. Car encore une fois, c'est que du flan. C'est une fumisterie car vous semblez oublier que vous avez été élu pour faire votre job. Que vous nous obligeriez à faire pour vous. Autant quitter vos fonctions puisque vous ne serviriez plus à rien. Et comme vos promesses sont loin d'être sacrées, je vous rappelle que 6 d'entre elles parmi les 85 que vous avez faites sont brisées ou rabotées, dont plusieurs furent des promesses phares de votre programme présidentiel. Mais celles-là, souligneriez-vous peut-être que je me trompe. Et vous auriez bien raison, car vous n'avez pas été élu pour représenter et défendre les Français, mais les intérêts supérieurs de la haute finance. Il n'y a qu'à voir et analyser le rachat d'Alstom par General Electric, dont vous fûtes le chef d'orchestre avant d'être président. Cela en dit long sur vous. Votre lettre en français, aux Français, ne regrette aucune de vos décisions, n'amende en rien vos programmations, remet aux calendes grecques la synthèse de votre grand débat national qui n'est que l'arbre qui cache la forêt de toutes les décisions qui au quotidien sont et seront prises par votre gouvernement au mépris des intérêts supérieurs des Français. 11 morts, 2000 blessés, 45 plaintes auprès de l'IGPN, 246 signalements de violences policières. Quid de tout cela? Nulle trace dans votre lettre ouverte. Nous ne sommes rien. Nous n'existons que pour servir le système dont vous êtes le valet. Nous ne sommes que quantité négligeable. Désordre qu'il faut nettoyer, carchériser, comme le disait l'un de vos prédécesseurs. À vous et votre épouse, je ne formule que des vœux de santé pour 2018, car ce n'est malheureusement que cela que je puis vous souhaiter. Je m'appelle Bernard Abdoul-Manaroudine. J'habite 340 chemin de Font-Saint-Jean à Petit-Bourg, en Guadeloupe. Terre empoisonnée à la chlordécone, avec l'aval des pouvoirs publics. Pays d'inlassables travailleurs naguère encore. Où était le meilleur café du monde? Aujourd'hui abandonné, délaissé, sous les sargasses, sans CHU, sans eau potable. Adieu citoyens.